Bonsoir, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine et après ce beau week-end animé à Monaco. Voici le sommaire de ce lundi 16 mai. À peine le Grand Prix historique terminé, tous les regards sont maintenant tournés vers le Grand Prix de Formule 1 et vers un pilote que tout le monde attend plus que jamais, Charles Leclerc. En guise de galop d'essai, il a piloté ce week-end la Ferrari de Niki Lauda. Nous l'entendrons dans ce journal. Le Grand Prix historique qui a également servi de cadre à une vente aux enchères de véhicules exceptionnels organisée par la maison Sotheby's et dont nous découvrirons les plus belles pièces. Dans cette édition, nous ferons un point complet sur tous les résultats sportifs du week-end, du suspense et de belles victoires en football et basket, mais aussi du rugby et le deuxième e-prix de Berlin. Et dans un autre registre, une compétition se déroule cette semaine à Monaco. Il s'agit du championnat européen des croupiers. En quoi cela consiste-t-il? Quelles sont les forces en présence? Le directeur général de la Société des Bains de Mer, Pascal Camia, répondra à ces questions. Nous évoquerons également le lancement de la Fédération des sites historiques Grimaldi de Monaco et nous vous donnerons quelques astuces pour cuisiner sans gaspiller. Mais tout de suite, retour sur l'événement. Dans l'événement, celui que tout le monde attend au Grand Prix de Formule 1 le 29 mai prochain, était déjà en piste ce week-end lors du Grand Prix historique. Charles Leclerc, mais aussi Jackie Ickx ont participé à une démonstration Ferrari entre deux courses. Le Monégasque était au volant de la Ferrari 312T de Niki Lauda. Et si Charles Leclerc a perdu le contrôle de la monoplace au niveau de la rascasse dans le dernier tour, cela n'a pas entamé son plaisir de retrouver le circuit monégasque. Émilie Rousseau, Alexandra Marangoni et Clélia Renault ont pu le rencontrer à l'issue de cette petite parenthèse dans le championnat du monde de Formule 1. Charles, raconte-nous déjà la monoplace que tu pilotais, une monoplace de Niki Lauda. Quelles sont les sensations au volant? Déjà, quel honneur, c'est exceptionnel. Au volant, c'est vraiment exceptionnel. Encore une fois, ça ne s'est pas terminé de la manière dont je voulais. J'ai perdu les freins à la rascasse. J'ai pris d'ailleurs un peu peur parce que les freins étaient bien durs au début et après, la pédale est devenue toute molle et allée au fond du châssis. Donc, c'est pas top. Et en plus ça, de finir cette manière, c'est pas la manière dont je voulais finir. Mais honnêtement, les sensations avant ça étaient juste exceptionnelles. Donc, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment un musée à ciel ouvert là, de voir toutes ces monoplaces et puis l'évolution au niveau de l'aérodynamie, au niveau aussi de la sécurité, etc. C'est fou. Ah oui, complètement, et au niveau des freins aussi. donc oui, non, c'est exceptionnel vraiment. Et c'était la première fois pour moi que je roulais avec une vieille voiture avec des bons pneus en bon état. Et le grip qu'il y a est quand même beaucoup plus que ce que j'avais eu l'expérience d'essayer dans le passé. Donc non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et ce qui est incroyable, c'est que ces voitures, tu les as jamais connues puisque tu n'étais pas né quand elles roulaient encore sur des circuits de Formule 1. Non, absolument pas. Je les ai vus à la télé, dans les documentaires que j'ai regardés, parce que je suis un grand fan de Formule 1 en général. Et donc oui, non, ça fait plaisir d'avoir pu les conduire. Un petit mot, Niki Lauda aujourd'hui, Gilles Villeneuve il y a un peu plus d'une semaine. C'est important de rendre hommage comme ça à des pilotes qui ont marqué l'histoire de la F1 ? Surtout à des légendes comme celle-ci, oui, c'est normal. C'est normal, ils font partie de l'histoire de la Formule 1, de Ferrari. Et je suis très heureux de pouvoir d'avoir la chance de conduire dans ces voitures-là. Un dernier mot sur la saison, Charles, ça a très bien commencé pour toi. On est à une quinzaine de jours là, de Monaco, c'est un petit avant-goût. On sait que tu as l'habitude de rouler ici, mais comment tu te sens là? Ah non, c'est exceptionnel d'avoir commencé la saison de cette manière, surtout après les deux dernières saisons qui ont été très compliquées. Mais bon, c'est que le début de la saison, donc il reste encore beaucoup de courses. J'espère enfin être chanceux à Monaco après les dernières années où la chance ne m'a pas toujours souri. Mais bon, voilà, j'espère que cette année c'est la bonne et qu'on réussira à avoir une bonne saison jusqu'à la fin. Et on l'espère tous bien sûr, le Grand Prix de Formule 1 que vous pourrez suivre comme chaque année en direct sur Monaco Info, tout comme les essais libres et qualificatifs. Et en marge de ce 13e Grand Prix historique, une performance live était organisée samedi sur le stand du pilote Jean-Jacques Bailly, accompagné de la chanteuse Natasha Bencic. L'artiste DH Jimic, passionné de sport automobile, a dessiné une Gordini. Sa prochaine exposition aura lieu le 18 mai au MC Business Center. Nous restons dans le domaine de l'automobile et plus particulièrement de l'automobile vintage avec la vente aux enchères organisée ce week-end par la maison Sotheby's au Grimaldi Forum. De très belles pièces se sont envolées. Le récit de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni.
Depuis 2010, tous les 2 ans, durant le Grand Prix historique, une importante vente aux enchères propose des véhicules d'exception. 65 voitures qui ont marqué l'histoire automobile, comme cette Ferrari 340 de 1953 qui a gagné de nombreuses courses aux États-Unis et dont il ne reste que 4 exemplaires au monde. Cette fameuse 2 chevaux Sahara double moteur construite à seulement une centaine d'exemplaires. Des voitures du groupe C, comme cette Jaguar XJR9 qui a gagné les 24 heures de Daytona en 1990. On a réussi à regrouper toute une série de voitures complètement différentes, avec des voitures de course, des Formule 1, des voitures de grand tourisme, des voitures modernes. On va d'une 2 chevaux Citroën à une Porsche 356 qui a été retrouvée dans un vieux hangar. On a aussi un certain nombre de Ferrari importantes. Des voitures iconiques du célèbre pilote de Formule 1 Nigel Mansell étaient également proposées lors de cette vente aux enchères. Évidemment la collection de Nigel Mansell, pilote de Formule 1 comme vous le savez, qui nous a confié entre autres 2 grandes Formule 1, une Williams qui a eu 5 victoires et une Ferrari de 89 qui a 2 victoires avec lui. Et c'est exceptionnel de pouvoir approcher des voitures comme ça qui viennent directement de leur propriétaire mais surtout de celui qui les a pilotées et qui a gagné avec ces voitures. Une grande partie de ces voitures qui composaient cette vente aux enchères a trouvé preneur. Automobile encore, mais électrique cette fois. Le championnat du monde de Formule E a fait étape en Allemagne ce week-end. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, 22 pilotes se sont affrontés en plein cœur de la capitale de Berlin. Berlin a longtemps été le lieu de consécration du champion de fin de saison et c'est Nyck de Vries qui remporte ce e-prix. 3e sur la grille, le champion du monde sortant devance le vainqueur du e-prix de la veille, Edoardo Mortara chez Venturi. Ce dernier renoue ainsi avec le succès qu'il a connu il y a 4 mois en Arabie Saoudite. Le Suisse ajoute ainsi une 2e victoire à son compteur lors de cette saison 2021-2022. Du rugby et la rencontre entre l'équipe de Monaco et le 15 de la Dombes. Oui, l'équipe de la Principauté, 2e d'une poule relevée, a l'ambition d'accéder à l'étage supérieur et d'écrire l'histoire. Le club a battu le 15 de Dombes 33-6 ce dimanche au stade du Devins. Prochain rendez-vous le dimanche 22 mai à l'occasion du match retour. Basket avec ce match à suspense entre Limoges et la Roca Team. Et c'est une finale à rebondissement comme il y a peu souvent. Lors de cette 33e journée de Betclic Elite, Monaco s'est imposé face à Limoges 89-88. Rendez-vous ce mardi pour le match de saison régulière face à Cholet. Nous connaîtrons à l'issue le calendrier des playoffs ainsi que l'adversaire de l'AS Monaco Basket. Basket et play-off encore, mais du côté du MBA, cette fois qui disputait son 3e match des play-offs. Effectivement, c'est une victoire qui s'inscrit au Havre 63-55. Les filles restent donc invaincues dans les play-offs. Le prochain rendez-vous est fixé lors du dernier match ce samedi face à Sceaux au gymnase de l'Annonciade avec l'objectif de monter en Ligue 2. Et pour être tout à fait complet en matière de sport-co, du football, et là aussi, un beau week-end pour la SMFC. À une journée de la fin du championnat, les Monégasques sont 2e au classement. Le club ne pouvait pas rêver plus beau scénario. Au mental, les hommes de Philippe Clément ont renversé un match pourtant bien mal engagé, grâce notamment à un triplé de Wissam Ben Yedder. Je vous propose justement de l'écouter. On a cru en nous. On était solidaires, on était unis. On s'est dit les choses à la mi-temps aussi. Avec cette première mi-temps, on a rectifié ça parce que c'est jamais facile. Je sais que le football c'est jamais facile, ça joue sur des petits détails et ça a été dur. Donc non, on est bien revenu en 2e mi-temps, on marque, dont j'égalise et ensuite le 3e, ensuite Kevin qui marque. Donc non, c'est une bonne victoire. On est tous très contents et bien. C'est un match où on a su être patient, su être tranquille, calme, serein, sûr de nos forces. Et on l'a vu, je pense que vous l'avez vu aussi le match. Ça a mal débuté, ça a bien fini. Voilà, on est très, très content de ce match-là et on doit enchaîner le dernier match. Prochain rendez-vous pour l'AS Monaco ce samedi contre le RC Lens à l'occasion de cette dernière rencontre du championnat. Un écran géant sera installé et sachez que l'entraînement sera ouvert au public ce mercredi au Stade Louis II.
Et il n'y a pas que dans le sport qu'il existe des championnats, dans le secteur des jeux également, il y a des compétitions. Et cette semaine, Monaco va accueillir le championnat européen des croupiers. Pour nous en parler, nous accueillons le directeur général de la Société des Bains de Mer. Bonsoir Pascal Camien. Bonsoir Patricia. Alors en quoi va consister cette compétition ? Bien, c'est le championnat d'Europe des employés de jeu. Nous accueillons 22 pays. C'est l'association européenne des casinos qui l'organise et dans le casino de Monte-Carlo. Mais en quoi vont consister les épreuves ? Alors, on aura deux types d'épreuves. Il y aura une partie technique qui va décomposer le mouvement de la roulette pour un employé de jeu. Et ensuite, le concours général qui sera jugé sur deux jeux qui sont deux jeux premium du casino de Monte-Carlo et des jeux très répandus en Europe, le blackjack et la roulette anglaise. Et il y aura une équipe monégasque, Pascal Camien ? Oui, deux représentants des casinos de Monaco seront présents, représentés par Noémie Serra et Christopher Subtil-Conceição. Mais est-ce que cela se prépare une telle compétition ou est-ce que cela rejoint les gestes du quotidien pour ces croupiers ? Alors ça rejoint les gestes du quotidien, bien sûr, mais comme c'est des épreuves assez typées, assez séquencées, ils ont été entraînés par et on a la chance de l'avoir, notre école de jeu. Et donc pendant quelques semaines, ils ont pu s'entraîner sur les différentes épreuves qui seront dès demain matin à 10h30 lancées dans cette belle salle. En quoi c'est important pour Monaco d'accueillir une telle compétition ? Ça permet aussi de montrer l'héritage de l'activité jeu depuis plus d'un siècle au casino de Monte-Carlo en particulier. C'est notre ADN, les jeux, dans notre groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Et quoi de mieux pour l'ensemble des croupiers européens, on pourra même dire les meilleurs croupiers européens qui viennent faire une compétition à Monaco, que de se retrouver dans cette salle médecin construite en 1910 et de pouvoir montrer tout leur talent autour de roulette ou de blackjack. Alors on n'a pas parlé de la récompense, mais c'est honorifique ? Alors non, il y a bien sûr une remise de prix, mais il y a également avec ce prix des enveloppes qui sont données aux meilleurs, au top 6 plus exactement. Nous avions eu la chance il y a quelques années, puisque malheureusement ça s'est arrêté également avec le Covid, nous avions participé dès que Monaco est rentré dans l'association, a été membre de l'association européenne des casinos. On a eu la chance d'avoir un représentant qui a été champion d'Europe sur des side events que je décrivais tout à l'heure, sur la poussée de jetons, c'est Antoine Graus. Il sera là d'ailleurs avec Jonathan Muriottini pour supporter les équipes. Pascal Camien, plus généralement, vous avez mentionné le Covid. Cette compétition s'inscrit dans un contexte positif. On sort d'un week-end qui nous laisse espérer un retour presque complet à la vie d'avant Covid. Cette reprise, vous l'aviez déjà constatée assez tôt, vous ? Alors nous, on a eu la chance à Monaco, du fait de la politique sanitaire que nous avons menée conjointement avec le gouvernement. Et là, je remercie à la fois M. Biamonti et les membres du gouvernement pour nous avoir permis de garder l'activité casino, également l'activité hôtel et restaurant ouverte. Nous n'avons fermé que 2 mois et demi, alors que certains pays européens n'ont pas rouvert entre la première, la deuxième et la troisième vague. Donc les casinos sont restés très longtemps fermés. Nous avons eu cette chance de pouvoir continuer à opérer notre activité. Et donc les clients, malgré tout, étaient toujours plutôt présents. Alors au départ, la clientèle locale, nous avons la chance d'avoir une clientèle forte, résidente à Monaco, que ce soit dans les appareils automatiques ou que ce soit dans les jeux de table. Et donc là, nous sommes en train de reprendre, de récupérer la partie de la clientèle locale qui est un peu plus environnante, qui s'appelle les fun players. C'est aussi
la nouvelle stratégie des casinos de Monaco, de s'orienter bien sûr sur le très haut de gamme, le service personnalisé à la clientèle que nos croupiers savent très bien gérer, mais également les fun players, donc ces joueurs occasionnels qui viennent profiter de l'environnement de ce casino qui est mythique. Et quelle perspective laisse entrevoir cette période toujours très festive à Monaco et qui arrive avec le Grand Prix de Formule 1 et puis au-delà l'été et ses nombreux visiteurs? Bien, pour l'instant, tous les signaux sont au vert. Nous avons un bon niveau de réservation dans nos hôtels et les équipes des relations publiques et de la prospection sont parties déjà depuis plusieurs mois en Amérique latine, dans les pays européens pour pouvoir attirer notre clientèle de jeu sur à la fois des terrasses, puisque nous ouvrons nos terrasses dans pas très longtemps et nous avons une grande opportunité d'avoir du jeu sur nos terrasses et dans les salons privés ou dans les salons ultra privés. Merci Pascal Camia d'avoir répondu à notre invitation alors que le Casino de Monaco accueille cette semaine le championnat européen des croupiers. Merci beaucoup Patricia. C'est les 4 et 5 juin prochains qu'auront lieu les 3e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Cette manifestation rassemble des communes qui ont un lien historique avec la principauté et aujourd'hui a été officiellement lancée la Fédération des sites historiques. Elle aura pour mission de mettre en valeur le travail des associations françaises et italiennes déjà existantes. Le reportage d'Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal. Une soixantaine de maires a accepté l'invitation. Ce lundi marque l'installation officielle de la Fédération des sites historiques Grimaldi de Monaco. La branche française créée en 2015, puis l'italienne en 2021, souhaite montrer la richesse des anciens fiefs. La fédération permettra de fédérer ces deux entités. Essayer de fédérer les deux associations pour savoir ce qu'elles envisagent de faire, d'organiser chacune de leur côté. On parle quand même des Grimaldi de Monaco, donc il faut être vigilant, on ne peut pas tout faire non plus. Et puis essayer de dynamiser les maires, leur donner envie d'adhérer, de renouveler leurs associations et créer ce beau réseau que peut être le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. La famille Grimaldi a ses racines ancrées dans de nombreuses régions françaises et italiennes. Près de 100 sites en lien avec le Rocher sont recensés. Thomas Fouilleron, le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, fait partie des membres de cette nouvelle fédération. Il veille à la légitimité historique de ces fiefs. De la Calabre aux Ardennes, avec une variété d'origines de ces fiefs dont on sait qu'ils résultent de traités diplomatiques, ils résultent d'alliances matrimoniales, ils résultent parfois aussi de hasard de l'histoire, la mort d'un prince à Pras de Moyo par exemple, et ils ont tous en commun évidemment de vouloir garder ces liens avec la principauté, et pour la principauté c'est évidemment une façon pédagogique de montrer que l'histoire des Grimaldi s'enracine bien dans une grande histoire européenne. Certains d'entre eux se retrouveront de nouveau pour la 3e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco qui se déroulera les 4 et 5 juin sur la place du Palais Princier. Seront à l'honneur cette fois-ci des communes de la Manche, du territoire de Belfort et des Alpes-Maritimes. Vanessa Dessy nous rejoint pour développer les autres titres de l'actualité du jour. En France, le port du masque n'est plus obligatoire depuis aujourd'hui dans les transports en commun. À Monaco, il n'est plus obligatoire depuis vendredi en intérieur, mais quelques exceptions subsistent. Concrètement, le port du masque ne sera plus imposé tant pour les personnels que pour les visiteurs dans les commerces et autres lieux fermés accueillant du public en principauté. En revanche, il demeure toutefois obligatoire dans les établissements de santé, les structures d'hébergement pour les personnes âgées ainsi que dans les transports publics, bus, taxis et véhicules de grande remise, et ce pour toute personne à partir de 5 ans. Par ailleurs, l'usage du masque reste fortement recommandé dans les lieux clos pour les personnes à risque et lors de grands rassemblements. C'est annonciateur de la période estivale. Les carabiniers et les agents de la sûreté publique ont changé de tenue. Le changement de tenue existe depuis le début du siècle, lors du règne du prince Albert Ier, où une tenue blanche est portée l'été et une noire l'hiver. Généralement, le changement se fait courant mai pour la tenue d'été et courant octobre pour celle d'hiver. L'ensemble de la force publique et les carabiniers ont désormais revêtu leur tenue blanche d'été. Vous le voyez sur ces images.
Et puis c'est très tendance, éviter de gaspiller. C'est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit de la nourriture. Et désormais, de plus en plus de recettes existent. La mairie organise régulièrement des ateliers de sensibilisation. Christine Datomel et Alexandra Marangoni ont assisté à l'un d'entre eux. Depuis plusieurs années, la mairie de Monaco s'est engagée pour lutter contre le gaspillage alimentaire et a donc à cœur de sensibiliser la population. C'est pourquoi elle a mis en place ces ateliers anti-gaspi sur la place du marché, des ateliers qui ont surpris et séduit les participants. En fait, on va sublimer ce qu'à tort on considère comme des déchets, alors que c'est le plus souvent les parties les plus honorables, on peut dire, qui sont le plus riches de vitamines, de nutriments, etc. On va concocter des falafels à base d'épluchures de carottes et de patates douces. Et juste avant, donc on a réalisé la recette pour un goûter anti-gaspi à base d'épluchures de betterave et ça a eu un franc succès, donc on était ravis. Découvrir aussi des recettes, justement que faire avec des épluchures de betterave, que faire avec des épluchures de carottes. Donc je pense que c'est ça qui plaît un peu, c'est assez ludique. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de parents qui sont venus avec leurs enfants. Donc il y a vraiment cette volonté d'échanger aussi, que les enfants apprennent une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de cuisiner. Donc ça, je pense que c'est assez positif et porteur pour la suite. Après le grand public, ce sont les maraîchers et les commerçants du marché qui seront prochainement sensibilisés. Des ateliers pour limiter les déchets qui se tiendront le 14 juin prochain à 15h30 dans la halle centrale du marché. Rendez-vous donc le 14 juin prochain pour apprendre les bons gestes et profiter de ces astuces. Avant de refermer ce journal, passons aux prévisions météo pour la journée de mardi. Vanessa, le soleil s'est-il véritablement installé sur Monaco ? Oui Patricia, le soleil a décidé de bien rester sur le territoire monégasque. L'été s'installe peu à peu en principauté. Les températures seront très agréables. Elles iront de 17 à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 6h01 et se couchera à 20h51. Et nous fêterons les Pascals. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous retrouverons demain à 19h. Quittons-nous avec les photos du jour. Elles sont signées Stéphane Dana. Vous l'avez vu dans ce journal, avec les beaux jours, l'heure est aux tenues d'été et pas seulement pour le grand public, pour les carabiniers et les agents de la sûreté publique notamment aussi. Je vous souhaite à tous une très belle et douce soirée.